Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flotte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, je suis Mathias. Et je suis Charles. Et vous l'avez sans doute remarqué, il fait chaud. Mais ne comptez pas sur nous pour vous rafraîchir. Dans ce nouveau numéro, nous vous amenons en plein désert, où nous attend une famille de cannibales prête à tout pour vous ronger les os. Ce soir, nous allons vous parler de La Colline à des yeux du grand maître de l'horreur Wes Craven. Ce petit bijou au budget ridicule, sorti en 1977, est un des grands classiques de la filmographie de ce réalisateur. Nous vous parlerons également du remake du film, sorti en 2006 sous la direction du réalisateur français Alexandre Aja. Si ces deux œuvres n'ont pas utilisé la fameuse mention inspirée de faits réels dans leur marketing, c'est pourtant le cas. Le film original se base sur une histoire présentée comme vraie, le remake sur des faits tristement réels. Ce sont ces deux affaires, tour à tour sanglantes et explosives, que nous avons choisi de vous raconter. Sortez vos brumisateurs et pensez à bien vous hydrater, car ce soir on file en direction du désert sur les traces des cannibales de La Colline à des yeux. C'est sous un soleil brûlant que démarre notre histoire. En cette chaude journée d'été 1975, le jeune réalisateur Wes Craven et son ami producteur Peter Locke ont quitté Los Angeles pour s'aventurer vers un point choisi au hasard sur une carte. Leur destination se trouve en plein cœur du désert du Mojave. Et ce, malgré l'inquiétude d'un guide qui les avait prévenus qu'ils risquaient de mourir en s'aventurant aussi loin, et surtout sans expérience de terrain en cette période de l'année. C'est d'ailleurs ce qu'ils manqueront de refaire quand leur voiture tombera brièvement en panne et leur causera une belle frayeur. Mais à ce moment précis, Wes et Peter se fichent des mises en garde. Ils roulent à travers ce désert qui est pourtant le plus aride de toute l'Amérique du Nord. Sur la banquette arrière, ils ont seulement une bouteille d'eau et un pack de 6 canettes de Pepsi. Si les deux hommes sont bien décidés à faire du repérage ce jour-là, c'est parce qu'ils ont eu quelques semaines plus tôt l'idée d'un film d'horreur. Un film qui allait devenir un des plus grands classiques du genre, La Colline à des yeux. Trois ans plus tôt, en 1972, Wes Craven sortait son tout premier film, La Dernière Maison sur la Gauche. Un premier long métrage brutal qui est considéré encore aujourd'hui comme un des piliers du sous-genre du rape and revenge. À sa sortie, le film a suscité une vive polémique, surtout au Royaume-Uni et aux États-Unis. Considéré comme extrêmement choquant, sans doute trop radical pour l'Amérique des années 70, La Dernière Maison sur la Gauche a associé le nom de Wes Craven à une horreur viscérale et immorale. Malgré les critiques, le film a été un succès très rentable. Pour un budget de seulement 87 000 $, La Dernière Maison sur la Gauche en a rapporté plus de 3 millions sur le sol américain. Mais la polémique a épuisé Wes Craven, qui craignait d'être pris pour un fou et d'être trop associé à ce genre. Alors lorsque Peter Locke lui a proposé à plusieurs reprises de faire un deuxième film d'horreur pour continuer sur sa lancée, il a dit non. Mais comme il l'a confié dans le making-of de La Colline à des yeux, il a dit non jusqu'à ce qu'il soit fauché. Contraint d'accepter un nouveau film d'horreur pour payer ses factures, Wes Craven a donc fini par écouter ce que son producteur avait à lui proposer. Marié avec la chanteuse et actrice Liz Torres, le New-Yorkais Peter Locke voulait se rapprocher de sa femme, alors en pleine série de concerts à Las Vegas. Traverser le désert qui entoure la cité du vice lui a fait un électrochoc. D'un point de vue artistique d'abord, le cadre était somptueux pour tourner un film d'horreur, d'un point de vue économique ensuite, pour tourner dans le désert, aucune autorisation n'était nécessaire. Sa consigne à Wes Craven a donc été simple, fais quelque chose dans le désert. C'est à la New York Public Library que le jeune réalisateur est allé chercher l'inspiration pour écrire un script. Un choix logique pour un homme aussi amoureux des livres que Wes Craven. Ancien étudiant en lettres et en psychologie, diplômé en philosophie et en technique d'écriture, un temps professeur d'anglais et de sciences humaines, Wes Craven était un littéraire. Et en fouillant dans la section crime de la plus grande bibliothèque de New York, l'ancien universitaire a réussi à trouver une histoire qui avait suffisamment de sens pour lui inspirer un bon récit. L'histoire de Sonny Bean, le monstre d'Écosse, et de son terrible clan débute au XVIe siècle. Dans les terres dépeuplées de l'East Lothian, Alexander Bean, dit Sonny Bean, et sa compagne Agnès vivent en marge de la société. Couple diabolique, Agnès sera même accusée selon la légende de sorcellerie, les Bean vivent d'abord de menus larcins avant de sombrer dans l'horreur la plus totale. Assez rapidement, voler ne leur suffit plus,
ils tuent leurs victimes et finissent même par s'adonner au cannibalisme sur l'une d'entre elles. Selon le Newgate Calendar, un recueil des crimes survenus à travers le Royaume-Uni, les Bean élurent domicile à Benign Head, entre Girvan et Ballantrae. C'est ici, dans une grotte bien cachée, dont l'entrée était bloquée par l'eau les jours de tempête, qu'ils vécurent pendant 25 ans. L'abri parfait pour des monstres comme eux, mais aussi pour tous leurs descendants. Au fil des années, le couple Bean eut 8 fils, 6 filles, puis 18 petits-fils et 14 petites-filles, tous fruits de l'inceste. Ce terrifiant clan a, toujours selon le Newgate Calendar, plongé toute une région dans la terreur. Les récits de leurs meurtres et de leurs festins cannibales, les restes humains retrouvés sur les plages, on trouve ici largement de quoi alimenter une psychose. De nombreux innocents, suspectés d'être responsables de certaines disparitions, auraient même été lynchés par des foules terrifiées. Un règne de sang qui prit fin la nuit où les Bean tentèrent l'embuscade de trop. Cette nuit-là, une partie du clan tenta de s'en prendre à un couple qui rentrait d'une foire, mais l'homme avait l'expérience du combat. Il résista, armé d'une épée et d'un pistolet, mais ne put toutefois sauver sa femme. D'autres personnes, rentrant de la foire, arrivèrent et finirent par faire fuir les Bean. Les meurtriers cannibales retournèrent alors dans leur grotte, mais ils étaient dès lors condamnés. Leur existence avait été révélée au grand jour, et leur élimination n'était plus qu'une question de temps. Lorsque le roi James entendit parler des horreurs qui se tramaient dans l'East Lothian, il envoya 400 hommes, accompagnés de chiens, arrêter les Bean. Les chiens trouvèrent facilement la grotte et les soldats découvrirent avec horreur cette cave pleine de trésors et de restes humains. Tout le clan fut envoyé à Édimbourg pour être exécuté. Les femmes et les enfants furent brûlés au bûcher. Les hommes eurent les parties génitales arrachées et jetées au feu, puis furent abandonnés agonisants devant la foule tandis qu'ils se vidaient de leur sang. Selon les versions, certains auraient même été écartelés, entre autres derniers outrages. Juste avant de mourir, Sonny Bean aurait hurlé à la foule « Ce n'est pas fini, ce ne sera jamais fini ». Trouvez ça un peu gros ? C'est normal. Si l'histoire de Sonny Bean est souvent présentée comme un fait réel, il ne s'agit probablement que d'une légende. L'authenticité de ce récit a été maintes fois remise en question. Dans un article publié auprès de l'Ayrshire Archaeological and Natural History Society en 2002, l'historien local Robert Urquhart résume la situation. N'importe quel historien sérieux, surtout un historien local d'Ayrshire, devrait réagir à l'histoire de Sonny Bean avec, au pire, une incrédulité polie, au mieux en la dénonçant ouvertement. La légende de Sonny Bean, car il s'agit d'une légende, a bien été publiée dans le Newgate Calendar dans les années 1770. Mais comme le note Urquhart, toutes les histoires qui y sont racontées ne sont pas vraies. Certaines étaient tout simplement tirées de chroniques pas toujours fiables. Et en l'occurrence, celle de Sonny Bean et son clan a été publiée quelques décennies plus tôt, en 1734, dans un fascicule sensationnaliste vendu aux exécutions publiques. L'ancêtre des tabloïds, en quelque sorte. Il n'y a en réalité aucune trace dans les registres criminels d'Écosse d'une telle histoire. La vie du roi James a été extrêmement documentée, mais il n'y a aucune mention d'une quelconque expédition pour déloger une famille de cannibales. Conclusion, donc, il est fort possible que rien de tout cela n'ait existé. Et peu importe au final que l'histoire relève des faits réels ou de la légende. C'est le récit et ce qu'il dit de la société qui a interpellé Wes Craven lorsqu'il a lu l'histoire pour la première fois à la New York Public Library. L'horreur des exécutions publiques décrites dans la légende, qui n'était soit dit en passant pas monnaie courante à l'époque, l'a fait réfléchir. Car selon Wes Craven, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que les Bean ne faisaient pas pire que ce que la civilisation leur a fait quand elle les a rattrapés. C'est cette observation qui lui a donné la base de son propos pour La colline à des yeux. Montrer que, je cite, « les plus sauvages peuvent être les plus civilisés et que les plus civilisés peuvent être les plus sauvages ». Une fois son script terminé et les repérages effectués, il a finalement tourné son jeu de massacre en octobre 1976 dans le désert du Mojave, près de Victorville. À sa sortie, en juillet 1977, La colline à des yeux n'affole pas le box-office. S'il rentre largement dans ses frais, il faudra attendre que les années passent pour qu'il obtienne son statut de film culte. Et quand un film regagne autant en popularité, ça donne envie de faire un remake. Collaboratrice de Wes Craven, la productrice Marianne Maddalena repère au début des années 2000 un réalisateur français qui commence à avoir la cote. C'est Alexandre Aja, qui vient alors de remporter un beau succès et une grande reconnaissance critique avec Haute Tension, sorti en 2003. Dans une interview pour Exclusif en 2006, le jeune réalisateur a expliqué pourquoi il avait accepté le challenge. Je cite : « Si j'ai accepté de le refaire, c'est d'abord parce que le concept de base est très fort, et ensuite parce que le film original me fait vraiment marrer. Et je ne dis pas ça par mépris vis-à-vis du film, je l'aime vraiment parce que c'est plein de maladresse. »
Il est vrai qu'à cette époque, La Colline à des yeux avait grandement besoin d'un coup de neuf pour attirer les foules. Mais pas question de simplement reproduire le film avec plus de moyens. Wes Craven, coproducteur du remake, demande alors à Alexandre Aja de trouver quelque chose de novateur. Avec son fidèle ami Grégory Levasseur, son partenaire sur Haute Tension et plus tard sur Mirrors, il se creuse la tête et finit par trouver quelque chose, les essais nucléaires. Le désert du Nouveau-Mexique, où se déroule l'action du remake de La Colline à des yeux, est entre autres connu pour avoir été le théâtre du premier test d'armes atomiques, le projet Trinity. Le 16 juillet 1945, l'expérience a eu lieu au milieu de nulle part, mais contrairement à ce qu'on voit dans le film, il n'y avait pas de village témoin à raser. Ce point-là évoque d'autres essais nucléaires qui ont quant à eux eu lieu dans le désert du Nevada. Entre 1951 et 1992, les États-Unis ont procédé à 928 essais nucléaires dans le Nevada. S'il y en a aussi eu aux îles Marshall, cette zone désertique a été le principal terrain d'expérimentation du pays. Et c'est un de ces tests, qui a eu lieu le 17 mars 1953, qui a grandement inspiré Aja et Levasseur pour l'esthétique de leur film. Ce jour-là, des armes thermonucléaires ont été testées sur 2 habitations construites spécialement pour l'occasion. L'opération Doorstep, organisée sous la houlette de la Federal Civil Defense Administration, avait pour but d'étudier les effets de potentielles attaques nucléaires de l'URSS sur une ville américaine. En plus des maisons, des voitures avaient été disposées sur les lieux, ainsi que des abris anti-atomiques et des mannequins. Disposées comme des familles américaines, ces poupées grandeur nature reproduisaient des scènes de la vie quotidienne. Certaines ont résisté à l'explosion, comme le montrent des photos apocalyptiques qui ont été dévoilées au grand public depuis. Difficile, en les regardant, de ne pas faire le parallèle avec certains décors de La Colline à des yeux. Nous avions aussi un postulat de base, a expliqué Alexandre Aja. Les mutants sont le résultat d'une famille qui n'a jamais quitté ce qui est devenu un site dévasté par les essais nucléaires opérés dans les années 50 dans le désert de l'Ouest américain. Et pour représenter de manière réaliste ces mutants, le réalisateur et son responsable des effets spéciaux se sont basés sur des documents décrivant les retombées radioactives de Tchernobyl et Hiroshima. Nous avons fondé nos descriptions sur des documents authentiques, a assuré Aja. Tout a été créé sur la base des effets réels des radiations nucléaires. Les mutants cannibales radioactifs d'Alexandre Aja et Grégory Levasseur sont sortis en 2006 et ont ravagé le box-office. En France, le film a rapporté plus d'1,5 million d'euros lors de son premier week-end d'exploitation. Aux États-Unis, plus de 15,7 millions de dollars. Pour un budget de 15 millions de dollars, le film en aura au final rapporté plus de 70 millions. Un énorme succès qui a permis de lancer la carrière d'Alexandre Aja aux États-Unis, pour le meilleur et pour le pire. Mais ça, c'est une autre histoire. Avant d'attaquer la deuxième partie, une petite rustine sonore pour vous dire 3 choses. La première, c'est que on parle dans la première et la deuxième partie de cette émission du premier film de Wes Craven, La dernière maison sur la gauche, qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains. Et c'est important, je pense, de le préciser, c'est un film qui contient des scènes de viol, des scènes extrêmement réalistes, et je pense qu'il faut être de toute façon très averti avant de regarder ce film. Il n'est pas dans le même ton que notamment La Colline à des yeux ou encore Freddy. Donc première chose. Deuxième chose, le son que vous allez entendre, et surtout ma voix, est un petit peu moins bon que d'habitude parce que tout simplement j'enregistre dans une pièce un peu plus grande qui a de l'écho et bon ben voilà, je suis en vacances, je pouvais pas faire autrement. Et troisième chose, je le dis un petit peu plus tard dans l'émission, mais je pense que c'est bien de le préciser avant, on se base notamment, entre autres, pour cette émission sur le livre de Mark Toulek qui s'appelle Wes Craven, Le droit à l'horreur, et on vous le conseille évidemment, et je pense que c'était bien de le préciser avant parce qu'il y a pas mal d'anecdotes qui viennent aussi des making-of et autres documentaires et interviews, mais il y a pas mal de choses qui viennent de son bouquin. C'est parti pour la deuxième partie de l'émission. Et maintenant qu'on vous a parlé des histoires, on va vous parler du film, ou plutôt des films, puisqu'on va vous parler de plusieurs films La Colline à des yeux ce soir, mais on va commencer par le premier. 5 au total. 5 au total. Ah ouais, on va pas tous les développer. On va vous parler pas mal de La Colline à des yeux, l'original de 77 et du remake d'Alexandre Aja de 2006, et peut-être
petit peu de leur suite. Et donc, on est là pour parler du second long métrage, du deuxième long métrage de Wes Craven, après La dernière maison sur la gauche, sorti quelques années plus tôt. Alors techniquement le troisième, si on Techniquement, compte The Fireworks Woman, qui est un porno sorti en 75 c'est ça. et qu'il a réalisé sous le pseudonyme Dave Snake. Si tu comptes celui-là, c'est son troisième film officiel. Il a reconnu lui-même d'ailleurs l'avoir réalisé. Donc on peut techniquement parler de troisième film. C'est son troisième film Craven. et c'est même il a fait le montage d'un autre film porno entre les deux. Oui, effectivement, c'est son troisième film en tant que réalisateur. Ouais. On est précis, hein. Ouh là là. On est très précis ce soir. Donc, pour ce qui est du pitch, si jamais vous ne l'avez pas vu, forcément, vous savez, comme à chaque fois, on va un petit peu spoiler. Pour ce qui est du pitch du film original, il s'agit d'une famille qui voyage vers la Californie. Une famille avec un beau-fils, un petit enfant, qui est en relation, donc le beau-fils avec une de leurs filles. Cette famille, donc, qui se balade avec son break et sa caravane, s'arrête à une station-service et décide d'emprunter un chemin un petit peu, disons, bis. La voie bis s'arrête à une station-service et, au moment de repartir, voit un avion de chasse qui leur fait peur. Le père décide, à ce moment-là, après le sursaut, de le poursuivre, plante la voiture et se retrouve bloqué dans le désert. À partir de là, évidemment, on va avoir la fameuse famille de je sais pas s'il faut les appeler dégénérés ou sauvageons, mais je pense que les deux marchent. Je pense qu'il y en a un qui est plus connoté Game of Thrones que l'autre, mais on va les appeler soit dégénérés, soit sauvageons. Qui vont du coup les attaquer à différentes reprises. Le film se déroule sur un laps de temps assez court, il se déroule sur 2 jours, 1 nuit. Ils vont se retrouver attaqués jusque dans leur caravane, où on va avoir des scènes qui rappellent ce qui sera plus tard le Home Invasion. Et donc c'est un film qui a un casting un petit peu contrasté, disons-le. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Alors oui, il y a des acteurs qui jouent bien, d'autres qui jouent moins bien. Le casting, en fait, a été, je pense, un petit peu compliqué, parce que c'est un film qui a très peu de budget, hein, il faut bien le rappeler. On parle de entre 350 000 et 700 000 $, suivant les versions, sachant que sur la plupart des versions... J'ai pas vu ça. Ouais, en comptant la promotion et en comptant tout ce qui a été post-prod, la plupart des versions parlent quand même plutôt de 350 000 $, ce qui est très peu. Le film a été tourné en 16 mm, hein, donc c'est vraiment dans une qualité pas terrible. Sur 25 jours. Sur 25 jours. D'ailleurs, c'est le fait que ce soit tourné en 16 mm, c'est ce qui rend difficile toute remasterisation aujourd'hui, hein, puisque le matériau de base est... Même si tu essayes de le travailler, il reste quand même abîmé. Il y a une version remasterisée qui est sortie en Blu-ray, et c'est... on voit... Il y a une petite différence, mais c'est pas flagrant, quoi. Et ça vient du fait que, on tourne en 16 mm, les caméras ont été, d'ailleurs, pour l'anecdote, empruntées à un producteur de porno des environs de Los Angeles. Les caméras sont empruntées. Donc voilà, avec un budget pareil, on peut pas avoir la crème de la crème au niveau acting. Par contre, on peut trouver des gens qui sont motivés, qui ont envie de vraiment bien faire le taf. Et c'est le cas de Michael Berryman, qui a été une vraie révélation sur ce film-là. Tu peux peut-être en dire 2 mots. Ouais. Alors il y avait Dee Wallace aussi, la grand-mère, qui aura une grande carrière dans le cinéma bis, mais je pense que l'acteur central du film, c'est vraiment Michael Berryman. Hein, il va littéralement voler la vedette aux autres membres de la famille. Il incarne Pluton dans la famille des sauvages, puisque chacun des membres de la famille porte le nom d'une planète, sauf Ruby, la jeune fille, qui va avoir un rôle pivot dans l'histoire. Donc Michael Berryman, il joue Pluton, il joue un des fils de la famille sauvage, et en fait, c'est plus ou moins l'acteur qui marque le film, qui devient la figure même médiatique en fait du film. On l'a mis sur toutes les affiches. Il a vraiment une gueule de cinéma, une tête particulière. Il a une tête particulière, puisque contrairement à ses collègues, en fait, il est pas maquillé, Michael Berryman, ou très peu. D'ailleurs, ils évitaient de le maquiller parce qu'il a un problème de peau, il peut pas transpirer. Donc il faut pas lui rajouter sinon c'est très mauvais au soleil, il peut pas transpirer, il peut pas saliver. En fait, tout ça c'est lié au fait que sa mère pendant sa grossesse prenait des drogues, et il s'est retrouvé à la naissance du coup avec une 20aine de malformations. Et cette 20aine de malformations, ça lui a quand même valu d'être à l'affiche de plusieurs films, de plusieurs grands films, et notamment le film culte La colline à des yeux, mais aussi Vol au-dessus d'un nid de coucou, notamment. Oui, qu'il avait fait avant d'ailleurs, il avait déjà été repéré avec Vol au-dessus d'un nid de coucou, et ensuite on le voit là. Oui, chez Rob Zombie, 2 films, très bons films d'ailleurs, qu'on peut conseiller, Devil's Rejects et Lords of Salem. Plus Devil's Rejects personnellement, Lords of Salem m'avait légèrement déçu, mais ça reste un très bon film. Et c'est vrai qu'il joue dans ces 2 films-là, Michael Berryman. En fait, on l'a pas mal vu traîner justement ce visage très particulier dans le cinéma d'horreur et le cinéma bis, en fait, par la suite. Tout à fait.
Au casting, on a aussi Robert Houston qui joue. Donc les rôles principaux en fait, ça va plutôt être Billy et Brenda, donc c'est-à-dire ce sont les deux enfants les plus jeunes de la famille Carter. Robert Houston, qui on y reviendra, n'est pas le meilleur acteur du casting, a eu le rôle simplement parce qu'un acteur avait refusé avant lui. En fait, ils avaient pensé à un acteur, ils voulaient le recruter, et cet acteur-là avait refusé parce que le script était selon lui trop violent. Ah, donc c'est Robert Houston qui a finalement eu le rôle et qui a fait ce qu'il a pu. C'est quelque chose qui va revenir d'ailleurs. Le script trop violent, les acteurs et les actrices vont intervenir à plusieurs reprises, vont intervenir à plusieurs reprises pour faire modifier le script original de Wes Craven. Notamment, il y a un bébé dans la famille. Il y a une scène qui aurait dû être le massacre du bébé, et il y en a plusieurs qui ont menacé de partir si il y a une menace de grève avait été tournée. Exactement. Et t'as même des agents qui ne voulaient pas que certains des acteurs et actrices qui ont finalement participé au film y aillent. Il y a Suzanne Lanier qui joue donc Brenda, dit qu'elle a dû tenir tête à son agent qui lui avait fortement déconseillé de faire le film, d'abord parce que le script était très violent, et aussi par rapport à l'image de Wes Craven qui était quand même extrêmement trouble après la sortie de La Dernière Maison sur la Gauche, qui avait vraiment choqué l'Amérique. Ouais, je pense que c'est même plutôt ça, c'est que pour les personnes qui ont vu les deux films, La Dernière Maison sur la Gauche est beaucoup plus violent et va beaucoup plus loin que La Colline à des yeux. C'est lié à différentes choses, notamment au fait que les acteurs et les actrices voulaient pas non plus être associés à un film d'une violence équivalente. C'est aussi associé au fait que le film a été distribué aussi sur des circuits plus traditionnels. Il a été distribué sur des circuits qui ont fait que il y avait des censeurs qui demandaient de raccourcir des scènes, enfin des plans qui montraient des choses un peu gore, d'enlever certaines choses pour que le film soit diffusable et soit montré en salle, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'interdiction au moins de 17 ans. Au-delà d'un certain âge, c'était classé film X, et d'ailleurs je crois que c'est ce qu'a obtenu La Colline à des yeux dans sa version originale, mais je crois qu'il aurait même pas été distribué sur le circuit traditionnel s'il n'avait pas fait ces modifications. Ce qui a été un petit peu dommage, puisqu'à la base de ce projet, on a Peter Locke qui veut surtout vendre ce film au circuit traditionnel, notamment les drive-in, où les films un peu plus violents commencent à fonctionner. Donc ça aurait été dommage de ne pas avoir la validation, et d'ailleurs Wes Craven, ça a été en quelque sorte le début vraiment de son long combat avec la censure. C'est quelque chose qu'il aura à faire pendant une énorme partie de sa carrière sur quasiment tous ses films, avant qu'il finisse par intégrer les choses et qu'il s'auto-censure parfois sur certains films par la suite dans sa filmographie. Et là, c'est un petit peu son premier vrai clash avec la censure à ce moment-là. Ce qui est fou, parce que c'est extrêmement lié au thème qu'il développe quand même. C'est pas la violence chez Wes Craven, il reconnaîtra que pour certains plans de La Dernière Maison sur la Gauche, il y en a certains qui trouvent gratuits. Et de la même manière, dans La Colline à des yeux, il va dire, plus tard il dira, ok, peut-être que celui-là il est un petit peu gratuit, il apporte peut-être pas grand-chose, on comprend déjà le message sans ce plan-là. Mais c'est quand même à l'époque quelque chose qui est là pour faire passer quelque chose, et qui a un message assez fort, et on l'a expliqué en première partie, c'est que Wes Craven, il veut montrer une forme de barbarie qui ne se montre pas dans la société américaine, et qui ne se montre pas surtout dans les produits culturels, savoir dans les films, dans les séries. Aujourd'hui, les choses se déroulent plus trop de la même manière, mais à l'époque il y avait des choses qu'on pouvait pas montrer, et Wes Craven il avait envie de, limite dans une optique voyeuriste, de forcer la vision de certaines choses que lui-même trouvait abjectes et horribles, mais qui étaient là pour faire passer un message de barbarie qui est intimement lié à la famille américaine moyenne telle qu'il entend la critiquer dans La Colline à des yeux. C'est quelque chose qui va revenir dans toute sa filmographie, cette critique de la cellule familiale américaine classique qui représente souvent dans ses films la bonne société américaine. Là, les Carter, c'est exactement ça. On a un père, c'est plus accentué dans le remake, mais qui est, tu sens qu'il est républicain, c'est un flic. Il y a vraiment une dimension, c'est la famille blanche américaine traditionnelle qui va finir par s'abaisser au même niveau que les cannibales qui lui font peur au début, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que sa source d'inspiration s'est trouvée du côté de la légende de Sonny Bean en Écosse, parce que justement, il y a la sauvagerie des attaques du clan Bean est bien retranscrite dans ce film-là, et il y a aussi le côté clan qu'on retrouve dans ce film-là, avec le chef puissant
puissant, incontestable, la figure de Papa Jupiter. Et je pense que Wes Craven, même s'il a dit à plusieurs reprises qu'il s'inspirait de faits réels en parlant de Sonny Bean, il savait lui-même que c'était une légende, et c'est pour ça qu'on a un aspect mythologique assez poussé dans le film aussi, avec les noms des personnages, notamment tu disais des planètes, mais ça évoque aussi des dieux romains. Jupiter, Mars, Pluton, c'est des divinités. Il y a même Mercure aussi à un moment. Qui est joué par le producteur d'ailleurs. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas assez d'acteurs. C'est Peter Locke qui joue Mercure. D'ailleurs, Peter Locke, si on peut en parler un petit peu, a aussi beaucoup participé à la réalisation du film, en fait. Ouais. Il a été constamment sur le dos de Wes Craven, parce qu'en même temps, s'il avait investi son propre argent, et si vraiment le film ne marchait pas, il était en vraie galère, Peter Locke. Donc, il a été constamment sur le dos de Wes Craven. D'ailleurs, ça a suscité quelques tensions sur le tournage. D'ailleurs, entre eux, ça n'a pas été facile tous les jours. Globalement, c'est pas un tournage qui a été facile, d'ailleurs. Déjà, parce qu'il faisait chaud. Il faisait chaud. Ouais, d'ailleurs, pour revenir sur le casting, le casting a été fait en fonction des aptitudes physiques des acteurs et des actrices, parce qu'ils savaient que les conditions allaient être compliquées, ils voulaient pas mettre évidemment ces gens-là dans une position délicate. Du coup, ils ont vraiment fait en fonction du terrain pour recruter les personnes qu'on allait voir à l'écran, et notamment, ça se voit particulièrement dans certaines scènes, et notamment grâce à Billy, donc qui est le jeune blond assez costaud, assez musclé dans la famille, qui est un ancien athlète, ancien athlète et qui a un équilibre assez incroyable, et en fait quand on le voit sauter de rocher en rocher et courir parmi les gravats, bah c'est lui qui le fait en fait. C'est un des trucs qui donne du cachet au film, c'est que c'est lui qui court au milieu des cailloux, et comme Wes Craven le dira plus tard, il dira bah aujourd'hui on peut plus faire ce genre de plan là parce que c'est une doublure c'est l'acteur aurait demandé une doublure, il aurait absolument pas voulu faire ça, et il dit il aurait pu se péter les deux chevilles à n'importe quel moment. Mais là clairement il y avait pas de budget de doublure de toute façon. Si il y en avait, il y avait 2 cascadeurs je crois, mais notamment peut-être pour remplacer Virginia Vincent, pour remplacer la grand-mère Ethel, j'imagine, sur certains plans où ça doit être pas facile pour une actrice de cet âge. Mercure aussi quand il tombe. Ah bah oui, j'imagine bien que Peter Locke n'allait pas tomber lui-même qui s'est jeté d'un caillou. Évidemment. Mais c'est ce qui n'empêche pas qu'il y a eu des soucis sur le tournage médicaux, hein, je veux dire, il y a eu pas mal d'accidents, des déshydratations, des problèmes de santé de Michael Berryman, forcément, tu en parlais, qui peut pas transpirer et saliver, donc il fallait l'hydrater constamment entre les prises pour pas qu'il y ait de problème, quoi. Et on a l'actrice qui jouait elle, la grand-mère, qui a même dû être hospitalisée 24 heures, parce que dans la fameuse scène de la caravane, qui est vraiment la scène pivot du film, là où on sombre vraiment dans l'horreur, elle se fait tirer dessus, et en fait elle a été blessée dans l'explosion d'une charge dans la caravane, donc du coup elle a dû être hospitalisée pendant 24 heures. Donc voilà, ça n'a pas été un tournage de tout repos pour les acteurs comme pour les techniciens. Les techniciens étaient une douzaine maximum. Ils étaient un petit peu sur les dents, parce qu'ils revenaient d'un tournage pour Roger Corman. Donc Roger Corman, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le roi du système D du film à petit budget. C'est quelqu'un qui avait une boîte de production qui a permis de faire émerger des réalisateurs avec des budgets minuscules, mais où les tournages étaient parfois très compliqués et où il y avait des problèmes notamment de sécurité. Et donc là, l'équipe de techniciens qui travaillent sur La Colline à des yeux rentre tout juste d'un tournage avec Roger Corman où ils ont été mis en danger, où leur sécurité a été mise à mal pendant le tournage. Donc selon Wes Craven, comme il le dit, ils étaient plutôt soupçonneux et irritables. Mais davantage, il y a une différence quand même avec Wes Craven, c'est que Wes Craven il fait tout pour que ça arrive pas. Il essaie de recruter au maximum les gens pour que ça n'arrive pas. Il prend quand même beaucoup plus de précautions, et puis surtout quand quelqu'un veut pas faire une scène, il la fait pas. Wes Craven il force jamais pour que quelqu'un accepte de faire une scène. Ça a été le cas aussi sur La Dernière Maison sur la Gauche. Il y a quelqu'un qui avait refusé de faire une scène à un moment donné, et ils ont pas, Wes Craven n'a absolument pas insisté. Et ce que tu disais tout à l'heure sur la scène de la caravane, ça amène à un autre thème du film, et qui est peut-être un petit peu plus sous-jacent, le fait que les armes sont quelque chose qui est considéré comme l'arme à feu, c'est considéré comme un objet de meurtre civilisé dans le film. C'est quelque chose qui va être retiré à la famille californienne et qui sera constamment utilisé contre eux, à part à 2-3 rares moments vers la fin du film, mais sinon les armes à feu seront constamment utilisées contre eux, et on voit qu'il y a une critique assez maligne finalement de ces armes-là, qui est que l'arme qui est censée être un adjuvant
pour la famille classique, bien sous tout rapport, va finalement se retourner contre elle et va devenir un opposant puisqu'elle va être utilisée par les sauvageons justement pour blesser plusieurs des protagonistes. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur Wes Craven, c'est vrai qu'on l'a pas précisé jusque-là, mais ce qui ressort de la plupart des portraits de ce réalisateur, c'est que c'est un mec vraiment gentil, quoi. Un mec vraiment ultra bienveillant sur tous les tournages, même si la plupart des tournages sur lesquels ont été un peu compliqués, surtout au début de sa carrière, mais c'est vraiment quelqu'un qui a toujours été là pour que ça se passe bien. Donc ça, c'est tout à son honneur. Il y a des réalisateurs dont on a parlé dans cette émission dont ce n'était pas du tout le souci. Oui, tout à fait. On va revenir brièvement sur William Friedkin, par exemple. Ce n'est pas du tout son souci de s'occuper du bien-être de ses acteurs et de ses techniciens, loin de là. Donc on peut au moins le saluer pour Wes Craven. Alors, est-ce qu'on va parler un petit peu du film maintenant? Parce que là, on a pas mal parlé du tournage, mine de rien. Ouais. Mais le film en lui-même est considéré comme un film culte, est un grand classique du cinéma d'horreur. Selon moi, enfin en tout cas ce que j'ai vu, effectivement il mérite ce statut de film culte. C'est un film pivot dans l'histoire du cinéma d'horreur, et il est extrêmement réussi malgré son très faible budget. Ouais, alors, moi perso, je sais qu'on n'a pas tout à fait le même avis sur le rapport entre l'original et le remake, on en parlera plus tard. Mais ouais, à titre personnel, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez impressionnant dans la mise en scène de Wes Craven qui est lié au faible budget aussi. C'est que chaque plan est signifiant, chaque plan fait avancer l'intrigue, il y a quasiment rien à jeter. Il n'y a pas de ligne de dialogue superflue entre les personnages. C'est un film qui est un survival, c'est-à-dire qu'on a une famille qui va devoir survivre à une situation extrême, qui est d'ailleurs de manière assez fine par Wes Craven souvent décrite comme l'enfer. Ils sont comme en enfer. Et il y a une mise en scène qui est super efficace, je trouve, et qui du coup rend le film à la fois très vivant et assez dynamique. Et ça lui vient aussi évidemment de son expérience passée dans le documentaire, puisque Wes Craven, les premiers films qu'il a montés c'était des documentaires, et il voulait retrouver ce côté critique social de la famille américaine de manière tellement forte qu'il l'a presque parfois tourné comme un documentaire. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses qui sont esthétisées. On a l'impression que des fois il y a une caméra qui filme comme un animal au loin quand il s'agit comme ça d'un sauvageon ou même d'un membre de la famille, et parfois on a une caméra au point qui suit un petit peu l'action, et on a ce côté un petit peu de documentaire qui rend le truc vraiment viscéral, et le fait que ce soit tourné en 16 mm ça rajoute beaucoup, parce que comme tu disais ça aide pas à la remasterisation du film, mais ça apporte un grain et une authenticité à l'image qui est assez dingue, et d'ailleurs qu'on va perdre sur La Colline à des yeux 2, la suite directe réalisée par Wes Craven, puisque ça va être tourné en 35 mm, et on va voir tout de suite l'image, enfin c'est pas le même cinéma, l'image est beaucoup plus lisse, et beaucoup plus propre. Alors le film a mieux vieilli, certes, mais il perd son côté décadent, alors que c'est un des thèmes aussi du film. Oui, c'est ça. En fait, malgré les nombreuses imperfections qu'il a, ce film, parce qu'il y a beaucoup d'imperfections, mais quasiment toutes liées au manque de budget. En fait, les costumes ne sont pas terribles, notamment la perruque de Mars qui est très compliquée pendant tout le film. Il y a des raccords maquillage qui fonctionnent pas très bien, notamment sur le nez de Jupiter, où en fait il a pas toujours la même cicatrice. Surtout à la fin, quand il tombe la tête la première dans le sable, Évidemment, les musiques aussi sont très oubliables et assez répétitives. Je suis pas d'accord. D'ailleurs, justement, ça me permet de faire un point, parce que tu parles de musique et j'y pensais plus. Pour les personnes qui ont écouté notre précédent épisode sur Ju-On, The Grudge, j'ai dit une bêtise et je le confesse volontiers. Quand j'ai regardé le film, je l'ai regardé avec le bon fichier son jusqu'à un certain point et le mauvais fichier son pendant une autre partie du film. C'est mon lecteur qui a réinitialisé des réglages, je n'ai pas compris comment ou pourquoi, j'ai toujours pas compris comment ou pourquoi aujourd'hui, mais du coup j'ai critiqué la musique de Ju-On alors que j'ai revu le film, parce que des fois quand on regarde les films aussi pour les émissions, je les re-regarde derrière, et j'ai re-regardé Ju-On, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était ma faute, c'était moi qui avait mal calibré le son. Parenthèse terminée, la musique de La Colline à des yeux, je la trouve pas mal. C'est une musique qui a été faite en post-prod. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est arrivé avec des morceaux, des compositions, quoi que ce soit. Ça rajoute au côté documentaire, ça rajoute au côté viscéral. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la bande son après que le film a été tourné, et qui avait une copie du film quasiment finie sous la main,
et qui a créé les ambiances sonores, c'est plus des ambiances sonores que de la musique, en fonction de ce qui se passait à l'écran. Donc en fait, on a une musique qui est ultra diégétique. Et cette musique ultra diégétique, finalement, je la trouve plutôt pas mal. Elle est faite évidemment avec, comme tout le reste du film, avec très peu de budget, mais parfois elle appuie l'action, notamment il y a un moment où les sauvageons courent. Et ils sont habillés, alors ça aussi, bon, je sais pas combien de temps va durer l'émission, mais il y a 1 million de trucs à dire sur ce film. Ils courent avec leurs vêtements qui sont faits de peau et d'os, parce que c'est censé rappeler aussi quelque chose de préhistorique, hein, ce film et ces sauvageons. Et ils courent, et la musique, en fait, c'est ce qu'on a l'impression qui est de la bande son, et ben en fait c'est de la musique qui est là pour appuyer le bruit des os qui s'entrechoquent, qui n'a pas pu être capté sur le tournage, et la bande son elle est constamment en train d'appuyer l'action, et je trouve ça plutôt malin. Ce qui m'amène aussi à dire justement pour les costumes, les dents et tout, c'est que c'est Rob Burns qui a bossé sur les décors qui auraient dû être normalement beaucoup plus importants à la base. Et Rob Burns, il a bossé sur quoi juste avant? Il a bossé sur Massacre à la tronçonneuse, autre film qu'on adore, et qui d'ailleurs fait penser, enfin La colline des yeux fait penser à différents moments à Massacre à la tronçonneuse, hein. Il y a aussi la famille dégénérée dans laquelle quelqu'un de civilisé va être introduit. Donc voilà, il y a plusieurs thèmes qui semblent comme ça se télescoper. Mais du coup, il a récupéré directement des éléments qu'il voilà. avait créés pour Massacre à la tronçonneuse. Il est arrivé sur le tournage avec dans ses valises des éléments qu'il avait créés pour Massacre à la tronçonneuse. Alors il les a récupérés justement parce qu'il avait pas pu créer les siens pour La colline des yeux. C'est-à-dire que normalement il aurait dû avoir une grotte un petit peu dantesque pour les sauvageons avec un décor un peu plus fouillé. Le budget ultra limité a fait que ça a pas été possible. Et du coup, il y a plein d'objets qu'on voit dans La colline des yeux qui sont des objets qui sont en fait ceux de Massacre à la tronçonneuse. Wes Craven avait beaucoup d'idées d'ailleurs, hein, sur son premier script, ouais. On était sur quelque chose de beaucoup plus volumineux. Il se voulait d'ailleurs plus proche de la légende de Sonny Bean, avec un clan d'une centaine de cannibales, qui auraient été comme il le dit, des résidus des essais nucléaires, avec aussi un côté social très inspiré par Les raisins de la colère de Steinbeck. Mais faute de budget, il a dû revoir toutes ses ambitions à la baisse, et il s'est concentré sur ce film-là, autour d'une famille américaine classique, et une famille de cannibales en face, qui sont en fait le miroir l'un de l'autre, et les deux facettes d'un même prisme, qui vont finir par se rejoindre dans la sauvagerie, quoi. Ouais, et d'ailleurs, il y a un truc assez drôle sur le côté nucléaire mutant, c'est que Wes Craven, je l'ai entendu dire plus tard, que c'était pas une origin story qu'il avait voulu appuyer, et en fait c'était une extrapolation de pas mal de gens, plutôt que quelque chose qu'il avait voulu intégrer à la base. C'est-à-dire que en effet, ce qui se passe dans La colline des yeux, c'est qu'il y a une base militaire qui n'est pas très loin, qu'on ne voit jamais dans le film, mais qui n'est pas très loin du lieu de vie des sauvageons, et à un moment donné le gendre va se balader dans les collines et va revenir en faisant référence à une tour qu'il va voir au loin, et une tour qui est normalement une tour qu'on voit dans les bases militaires. Et à ce moment-là, Wes Craven du coup commente et dit c'est marrant parce que j'ai placé cette référence-là comme ça, et il y a plein de gens qui ont extrapolé sur le côté déformation nucléaire, alors que pour lui c'est plus une famille qui a vécu peut-être un déclassement social et qui a été forcée à l'exil, plutôt que des malformations ou des modifications liées à des mutations à cause des bombes nucléaires. En fait, il avait mis juste en toile de fond au début par rapport justement aux essais nucléaires qu'il y a eu dans le Nevada. Il avait aucune volonté de l'appuyer, ça devait juste être une toile de fond, et ça a été utilisé à mort par Alexandre Aja, puisque c'est Alexandre Aja et Grégory Levasseur ont vraiment étiré à fond la mythologie autour du nucléaire. Ouais, eux, dans ils leur en font carrément un thème. Ils en font un thème principal du film, et ça a été aussi utilisé dans un autre film qui s'appelle Mind Reaper, qui est en fait La colline à des yeux 3 non officiel, où on a justement cette idée de mutation qui est très présente à l'intérieur, mais j'en parlerai tout à l'heure quand on parlera de Mind Reaper, qui n'est pas un bon film, mais donc voilà, c'est quelque chose qui était juste en toile de fond au début, et qui année après année a commencé à prendre de plus en plus d'importance jusqu'à dans le remake être le thème principal, puisque même dans La colline à des yeux 2, même si on parle pas de mutants, on parle pas de nucléaire,
il y a cette petite notion pourrait y avoir tout ça. En fait, on baigne toujours dans cet univers-là, dans cet univers où il y a quelque chose de militaire pas loin. Et le militaire, forcément, dans le Nevada, ça peut évoquer les essais nucléaires des années 50. Donc voilà, pour revenir sur La colline à des yeux, je voudrais juste parler de... J'ai dit qu'il y avait des trucs qui allaient pas bien, voilà, certains costumes, raccords, maquillage, mais voilà, globalement, ça reste un très bon film avec beaucoup de bonnes idées. En fait, c'est ça qui est fort, c'est que malgré son faible budget, malgré les conditions de tournage difficiles, Wes Craven et Peter Locke apportent énormément de bonnes idées de scènes. Je pense notamment, moi j'ai été pris par la scène où ils essayent de trouver de l'aide avec la radio. Ah oui. Et qu'il y a une base de l'Air Force qui leur répond. Et en fait, on se rend compte au bout d'un moment que ce n'est pas la base de l'Air Force, mais juste les mutants qui imitaient des militaires de l'Air Force. Cette scène-là fonctionne très bien, et une scène malade que j'ai trouvé folle d'intensité, c'est le monologue que fait Papa Jup, donc Papa Jupiter, qui est le père en fait du clan, le chef de clan. Il fait un monologue à un moment en face caméra dans le film, qui est, je le trouve, terrifiant, devant un barbecue. Oui, alors c'est un barbecue un petit peu particulier parce que au bout d'un moment, évidemment, il y a certains membres de la famille qui vont mourir, tués par les sauvages, et parmi ces membres, eh bien, il y a le père, donc le père de droite, le père conservateur, et il va être donc dans une première scène crucifié à un arbre. Un Joshua Tree, qui est une espèce protégée normalement. Qui est une espèce protégée qui là malheureusement n'a pas survécu au tournage puisque ils vont y mettre le feu aussi. Ils vont mettre le feu à cet arbre et donc du coup ils mettent le feu au père pour évidemment plus tard le manger, puisqu'on a affaire à des cannibales. Et la scène est en effet assez forte, puisque le monologue Papa Jupiter parle au papa de la famille, il l'a évidemment tué, il est en train de le manger. Et c'est une scène qui a été écourtée, pareil. Je parlais tout à l'heure des scènes qui ont été écourtées pour passer la censure. Normalement, dans cette scène, on aurait dû le voir beaucoup plus explicitement manger le bras du père, mais ça a été écourté et finalement on voit qu'il mange de la viande qui était je crois d'ailleurs de l'agneau, et qui donnait envie à tout le monde sur le tournage puisque les gens avaient faim et que la pause pour manger n'était pas encore arrivée. Ils attendaient de terminer cette scène pour manger, et pendant que le mec qui jouait Papa Jupiter se régalait d'un bon gros morceau d'agneau rôti. Mais donc ouais, ça fait partie des scènes un petit peu marquantes, un petit peu choc du film, parce qu'il lui parle de manière directe, et puis surtout c'est un monologue, et on voit que il y a certains sauvageons qui sont pas forcément dotés de la parole de manière très développée, mais là on voit que Papa Jupiter quand même, il y a une forme, on voit qu'ils sont intelligents, et on le voit d'ailleurs dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ils arrivent à faire des blagues, à tromper la famille américaine par la radio, en leur faisant croire qu'ils sont l'US Air Force. Et on voit que là, il y a un rapport qui s'inverse, où finalement, on voit que la famille sauvageonne n'est pas si bête, et que la famille américaine aussi peut faire preuve de barbarie, avec jusqu'au final, ou je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Oui, on peut parler du final, bien sûr, puisqu'on n'a pas vu le même final. Moi j'ai vu le final de la version qui n'a pas été diffusée au cinéma en fait, de la version happy end, on va dire. Et toi tu as vu la fin brutale. Ouais, il y a deux fins, il y a la fin courte, qui est personnellement celle que je préfère, où à la fin le gendre va récupérer son bébé, et il est aidé par la jeune fille, donc qui s'appelle Ruby, qui est une sauvageonne qu'on voit au tout début du film, et qui va aider dans le combat contre un des fils, je crois que c'est Mars, le fils, et qui va aider le gendre notamment en plantant, en allant chercher un serpent et en faisant mordre le serpent dans le cou de Mars. Et donc le combat va se retourner, c'est le gendre qui va avoir le dessus, et là le gendre va prendre le couteau qu'avait le sauvageon, donc il termine, ça c'est important, il utilise une arme qui n'est pas une arme entre guillemets civilisée comme une arme à feu, qui n'est pas une arme complexe, mais il va utiliser le couteau du sauvageon pour planter le sauvageon et lui mettre plein de coups de couteau, et on va avoir le point de vue en fait, nous on va être comme dessous, comme à la place du sauvageon, on va avoir comme ça en gros plan quelqu'un qui plante un couteau en face, et le film s'arrête sur le visage avec les yeux exorbités du gendre, l'image devient rouge, et voilà, the end. Et c'est une fin qui est évidemment extrêmement forte, puisque ça laisse entendre que le basculement dans la barbarie c'est fait, et qu'il n'y a plus de retour possible. Et c'est une fin que moi personnellement j'ai beaucoup aimé.
J'aurais préféré avoir cette fin, car effectivement, moi, je vois dans la version que j'ai vue, il y a la scène donc où il bascule à son tour dans la sauvagerie, où il tue Mars de manière extrêmement brutale avec les mêmes plans, sauf que moi, il n'y a pas de freeze frame avec écran rouge. Ça continue, et en fait, il retrouve les membres de la famille qui ont survécu. En signe de rapprochement entre les peuples, nous avons les 2 jeunes filles, donc Ruby et Brenda, qui se tiennent la main, avec même le chien qui vient leur faire une petite léchouille sur les mains sous soleil couchant. J'ai vu ça. Ce n'est pas... Voilà, quand j'avais vu ce film, je pensais que c'était la seule fin en fait qu'il y avait. Je savais pas que je pensais que j'assistais à la vraie fin du film. Et je me disais que c'était un peu bizarre parce que c'était pas tout à fait cohérent avec le propos du reste du film. Et bien je comprends beaucoup mieux en fait maintenant parce qu'en fait je n'ai pas vu la fin que désirait Wes Craven. Je n'ai pas vu la fin de la Director's Cut. J'ai vu sans doute une fin qui était plus voulue par les producteurs pour faire un film plus classique, j'imagine. Ouais, je sais pas qui a décidé de cette fin, mais en tous les cas Wes Craven préférait la fin un petit peu plus brutale, et c'est vrai que en l'occurrence pour avoir vu les deux, pour moi il y a pas photo, hein. Il y en a une qui appuie le propos et l'autre qui est un petit peu qui adoucit un petit peu quoi. Est-ce qu'on passerait maintenant à La Colline à des yeux 2? Ouais, mais on va faire court. Est-ce qu'on est obligé de parler de ce film? On va faire court ou... Oui, on va faire court. La Colline à des yeux 2 est sorti en 1984, réalisé par Wes Craven. Il est sorti en direct to VOD. Donc le synopsis, je vous le fais très DVD court. à l'époque, non? Ou direct ou VHS même. Je crois que c'était même pas en DVD, c'était non, c'est VHS, vidéo à la demande. Enfin voilà, c'était compliqué quoi. C'était on n'est pas sur un circuit classique. Donc le synopsis est très simple. On est 8 ans après donc le massacre du premier La Colline à des yeux. Billy, qui a survécu, s'est visiblement marié ou est en couple, on sait pas exactement, avec Ruby. Oui, il s'est marié. La fille des Sauvageons, ils sont mariés. Et ils ont monté une équipe de motards. Et ces motards-là vont se rendre dans le désert pour une course, mais ils vont se perdre en cours de route. Groupe de motards, à l'exception de Billy, évidemment, puisque Billy est toujours traumatisé et il n'ira pas. En fait, oui, Billy sera là uniquement dans le film pour avoir des flashbacks. Oui, voilà. Qui seront très importants pour le film. Un peu comme le chien d'ailleurs, parce que le chien a un flashback dans ce film, ce qui est assez étrange. Voilà. Et oui, du coup, Billy en fait est traumatisé par le désert, est traumatisé par ce qui s'est passé, et du coup n'arrive pas à retourner, il peut pas traverser le désert avec ses amis, donc il décide finalement de ne pas du tout prendre le bus, alors que Ruby, qui a vécu parmi les sauvageons, qui s'appelle maintenant Rachel, je crois, va elle décider de prendre le bus et retraverser le désert et finalement revivre un petit peu son passé. Évidemment, le bus va avoir un problème. Voilà. En fait, comme le dit le panneau au début du film, malheureusement, ils vont se rendre compte que la colline a toujours des yeux. Toujours des yeux qui sont similaires, puisque même si Michael Berryman, donc Pluton, est mort dans le premier film, alors, il est de retour. Pas mort. Il est pas mort dans le premier film. Ah si, il se fait... Non. Ah si. Alors, quand tu te fais déjà arracher le talon d'Achille, premièrement, oui, et quand tu te fais arracher la jugulaire, je pense que je sais pas comment tu survis. On voit sa main tomber sur le côté, ce qui pourrait supposer, ce qui pourrait laisser entendre une mort, mais bon, on sait jamais. Peu importe, parce que de toute façon, il va se refaire tuer de la même manière que dans le 1, c'est-à-dire par le chien. Ouais. Donc voilà. Donc oui, pour les acteurs qui reviennent, donc on a Michael Berryman, même s'il est mort, qui revient. On a Janus Blythe qui joue encore une fois Ruby. On a Robert Houston qui joue une fois de plus Bobby pour quelques minutes. Et on a un personnage qui revient qui est Beast, le chien, mais qui est évidemment joué par un autre chien, mais qui est là uniquement pour avoir un flashback, parce que oui, comme tu l'as dit, le chien a le droit à un flashback. En fait, dans ce film, on a souvent des moments où on a un plan fixe sur un des acteurs ou sur le chien, et d'un coup, l'écran se floute, et on a un extrait plus ou moins long de La Colline à des yeux 1. Ça peut aller de 2 minutes à 7 minutes pour certains, donc ça peut être très long. Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Tout simplement parce qu'en fait, ce film, la production a été extrêmement chaotique. Wes Craven l'a accepté uniquement pour l'argent. Il avait plus du tout d'argent en 1984. Il était particulièrement fauché en l'occurrence là. Il était complètement fauché. Freddy n'était pas encore sorti. Le film a été tourné avant la mise en production de Freddy, même s'il est sorti, je crois, en VOD après, à part en Italie. En Italie, il est sorti un peu plus tôt, mais il est sorti après Freddy sur la plupart des services en VOD, enfin en direct ou VHS, j'imagine. Mais oui, c'est le film de la galère. En fait, Wes Craven dit, j'adore cette citation, je crois que j'aurais fait Godzilla à Paris si on me l'avait proposé. C'est vous dire
l'état de ses finances, c'était vraiment très compliqué. Donc Wes Craven, père de famille également, donc il a vraiment besoin de gagner de l'argent, donc il accepte ce film. Sauf que le tournage et la production sont extrêmement chaotiques et s'arrêtent même faute de moyens. Et les studios imposent à Wes Craven de finir le film sans tourner de séquences supplémentaires. Le problème, c'est qu'il n'avait pas assez d'images pour finir son film, alors il a dû réutiliser des images du premier en multipliant les flashbacks, ce qui explique pourquoi même le chien a un flashback. Et il faut rajouter à ça le fait que il n'a pas eu la main sur le Final Cut. Il a envoyé une version de travail, une version d'essai au producteur, en disant bah voilà, ça c'est la première version de ce à quoi devrait ressembler le film, maintenant on va faire des reshoots pour quelques trucs, et les producteurs vont éditer à partir de ça une version finale qui sera diffusée, c'est-à-dire que la version qui existe de La Colline à des yeux 2, c'est une version de travail qu'aurait dû normalement largement retravailler Wes Craven. Après, même en dehors de ça, le film, l'écriture, le scénario du film tenait pas forcément du génie ou ne proposait pas forcément autant d'idées que le premier. Il y a rien à sauver. Il y a absolument rien à sauver. La plupart des scènes sont ridicules. Évidemment, ces flashbacks qui sont des extraits du premier film, ça nous rappelle les pires heures du film de Noël dont on avait parlé, qui était catastrophique. 12 nuits sanglantes nuit 2, qui reprend la moitié du film du 1. Oui. Ou alors le deuxième téléfilm de Ju-On qui reprend une demi-heure du premier. C'est vraiment des méthodes qu'on voyait à l'époque et qu'il faut plus utiliser du tout aujourd'hui. C'est pas possible de faire ça. On a Pluton qui fait de la motocross, parce que pourquoi pas, globalement le film est assez longué malgré le fait qu'il y ait comme peu d'images, et c'est vraiment, on s'ennuie devant ce film, et le méchant est ridicule, il a aucun charisme, et ça pique d'autant plus que ça arrive après Jupiter, qui pour le coup était assez marquant à l'écran, quoi. Là, le méchant de ce film là, il grogne un petit peu, et puis ça suffit, quoi. Et c'est pas qu'un échec artistique, c'est aussi un échec sur les conditions de tournage. Là ça a été vraiment n'importe quoi. Il y a 8 personnes qui ont été hospitalisées parce qu'elles ont chuté dans des cactus, et pour enlever les épines des cactus, faut y aller, il faut surtout avoir un spécialiste. Donc il y a plusieurs personnes qui ont dû s'absenter du tournage pendant un petit moment pour être hospitalisées. Il y a un des mecs qui joue les motards qui a reçu une pierre sur la tête et qui s'est pris 8 points de suture, donc là encore un autre accident sur le tournage. On sent que c'est un tournage qui a été fait à la va-vite, avec très peu de budget et dans des conditions terribles. Et finalement, le produit final ressemble à ce que ça aurait dû être dès le départ, c'est-à-dire une énorme erreur. Wes Craven a totalement désavoué le film. Pour lui, c'est une erreur dans son parcours. Il dit qu'il l'avait fait uniquement pour l'argent. Il a copieusement détesté le rendu final. Michael Berryman, qui joue Pluton, a détesté le film. Et d'ailleurs, lui et Janus Blythe, qui joue donc Rachel dans ce film-là, ont écrit un script de La Colline à des yeux 3, dont le but de sauver l'honneur de la saga, que Wes a refusé, pour faire un autre film plus tard, qui n'est pas très bon non plus. Mais donc voilà, c'est dire que j'ai l'impression que toutes les personnes qui ont participé à ce film ont détesté le faire et le voir ensuite. Ce qui, oui, du résultat final n'est pas si étonnant que ça. Et puis mélanger du 35 mm et du 16 mm sur un même pour film, les flashbacks, c'est un petit peu compliqué. Le film est tourné en 35 mm, comme je disais tout à l'heure, ça lisse un petit peu le tout. Donc pour respecter Wes Craven, je pense qu'on va oublier le fait que La Colline à des yeux 2 ait existé, comme on oubliera également l'existence de Mind Reaper, The Outpost, sorti en 1995. Alors celui-là, je vais vraiment pas m'attarder longtemps dessus. C'est un téléfilm qui a été réalisé par Joe Guyton, il est sorti en octobre 95. En France, on le connaît sous le titre Peur Panique, et en fait c'est une suite non officielle de La Colline à des yeux 2. Il a été vendu en Allemagne sous le titre La Colline à des yeux 3, et d'ailleurs La Colline à des yeux 3, ça a longtemps été son titre de travail aux US, parce que initialement Wes Craven avait l'idée de faire un film qui se passait sur une autre planète, mais qui s'appellerait quand même La Colline à des yeux, où des explorateurs découvriraient une nouvelle espèce de mutant, et ils se feraient ensuite massacrer, voilà, comme dans La Colline à des yeux. Ça aurait dû être un espèce de La Colline à des yeux dans l'espace, sauf que ça s'est jamais fait, finalement, et c'est Jonathan Craven, donc le fils de Wes Craven, qui a récupéré le bébé et qui a signé un script vaguement inspiré de celui de son père et des producteurs. Et ça a donné un synopsis particulier, que je vais te résumer en 2 lignes. Un mutant avec une langue pénis
suce le cerveau de gens dans un laboratoire secret dans le désert. Ça me fait plus envie que La colline à des yeux 2. Ah bah non mais et puis surtout que là je ne te mens pas, hein, c'est littéralement ça le film. Ça se passe tout dans un laboratoire souterrain dans le désert, avec gens qui se font attraper par un vilain mutant qui sort une langue en mode comme dans le très bon nanar Le Clandestin, un espèce de truc de sa gorge bizarre. Qui sort de la gorge d'un chat. Bah là le monsieur ouvre grand la bouche et il y a une espèce de langue pénis avec une espèce de comme le bout d'une queue de scorpion qui rentre dans les narines des gens et qui va leur aspirer le cerveau. Et plus il aspire de cerveau, plus il devient surpuissant. Ce qui lui permet de sauter sur un avion à la fin, évidemment. Hein. Donc, on est sur un film de qualité. Donc bon, moi j'ai pas eu le courage de le regarder en entier, mais des vidéos YouTube le résument assez bien avec beaucoup d'humour. Donc c'est pas un film à voir, je pense. Il a été tourné pour rigoler, pourquoi pas. Pour rigoler, effectivement. Aussi. Je pense que ça peut être drôle, effectivement. Et en plus, il y a un acteur connu dedans. Alors, bon, toi, il va te dire quelque chose. Donc c'est un film qui a été tourné en Bulgarie avec des acteurs pour la plupart débutants et pas chers, mais il y a une exception. C'est Lance Henriksen qui joue Bishop dans la saga Alien. Ah oui. Ouais, qui joue aussi un flic dans Terminator, qui a joué dans Chasse à l'homme avec Van Damme, qui est au casting de ce film. Il a un des rôles principaux, c'est un des seuls personnages, on va dire, âgés du film, parce que la plupart c'est des très jeunes. Et bon bah évidemment, il a regretté publiquement d'avoir fait ce film. Et on parle d'un film qui a une carrière, on parle d'un mec qui a une carrière avec plusieurs centaines de films, dont des horreurs comme Alone in the Dark 2, c'est-à-dire la suite du film d'Uwe Boll. Alors s'il a été marqué, tu vois, par un film comme ça, par Mind Reaper, je pense que c'est vraiment très mauvais. Donc voilà, on va éviter de le regarder, je pense que c'est largement dispensable. Ouais, mais en vrai, même La colline à des yeux 2, voilà. C'est un film qui est complètement oubliable et sur lequel on peut même gentiment jeter un voile pudique. En revanche, il y a un film sur lequel on n'est pas d'accord c'est vrai. Et sur lequel on va peut-être débattre maintenant. C'est le remake d'Alexandre Aja sorti en 2006, produit par Wes Craven. D'ailleurs, on dit remake d'Alexandre Aja, mais en fait, il serait plus correct de parler de remake d'Alexandre Aja et Grégory Levasseur, puisqu'à ce moment-là de leur carrière, ils travaillent vraiment en duo. Hein. Ils viennent de faire Haute Tension avec Cécile de France, qui est pour moi un chef-d'œuvre du cinéma fantastique français. Enfin, pas fantastique d'ailleurs, du cinéma horrifique français, parce qu'il n'y a pas de fantastique dans ce film. Et après, ils vont faire d'autres films qui seront plus ou moins bons. Mirrors, même si le film a quand même d'énormes clichés, reste un film, je trouve, agréable à regarder, très convenu. Mais ils font ce film, La colline à des yeux, qui va vraiment lancer leur carrière aux États-Unis. Et donc ils reprennent, sous la houlette de Wes Craven, ils reprennent le scénario original, et une des consignes de Wes Craven, c'était qu'ils y ajoutent quelque chose, c'était qu'ils fassent pas un remake plan par plan, ça n'aurait de toute façon pas marché, mais qu'ils y ajoutent quelque chose, et en l'occurrence, ce qui a intéressé Wes Craven, c'est d'y ajouter un œil, finalement, un point de vue extérieur, un point de vue européen sur l'Amérique. Et ce que vont faire, ce que va faire Aja, c'est notamment utiliser les essais nucléaires comme un prétexte. Alors, dès les premières minutes, là, vous avez un générique avec des explosions nucléaires, vous avez des gens en combinaison, ça arrive comme ça, le film débarque avec des images de déformation, énormes sabots, des images de déformation. Et donc ça va être le point central, là où Wes Craven avait un regard critique sur la famille, la famille en tant que groupe social. C'est-à-dire que on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui fonctionne et qui est souvent là dans les films de Wes Craven, c'est que souvent dans ce qui fait que la famille dysfonctionne, c'est qu'il y a un secret qui est détenu par un des membres et qui n'est pas dévoilé tout de suite, et l'absence de communication entraîne des problèmes. Là, on part sur une famille qui est évidemment aussi, qui est tout à fait problématique, que moi j'ai trouvé immédiatement détestable, alors que la première famille, on avait l'impression que le père était en effet un père extrêmement dominateur, vraiment détestable, mais qu'il y avait des membres de la famille entre eux qui s'appréciaient, et on voyait que le groupe était désuni dans ce sens-là, même s'il était physiquement uni. Là, en l'occurrence, le groupe, je le trouve intégralement détestable de base. C'est pas possible de prendre comme ça en affection je trouve les personnages du remake d'Aja. Et du coup, ils vont reprendre certains des thèmes de Wes Craven, mais surtout en troisième partie, dans le troisième acte du film, partir dans leur propre direction. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, en fait. Ils apportent tout un univers en plus. On va juste parler brièvement de l'application de Wes Craven dans ce film. Donc c'est un remake du film de Wes Craven. En fait, 30 ans après la
production de La Colline des Yeux, donc le début de la production, Lockheed et Craven ont récupéré leurs droits d'exploitation du film. Ils sont chacun à 50%, donc ils peuvent totalement disposer comme ils le souhaitent de la saga La Colline des Yeux, de l'image du truc. Donc ils vont confier le remake à quelqu'un, parce que Wes Craven n'a pas spécialement envie de remaker son propre film. C'est là qu'intervient Marianne Maddalena, qui est une intime de Wes Craven. En fait, elle a commencé comme assistante de Wes Craven en 86, donc tu vois, leur collaboration remontait à il y a très longtemps. Elle avait commencé sur le film L'Ami Mortel, qui était un des films de Wes Craven, et ensuite elle a gravi tous les échelons jusqu'à devenir productrice. Elle deviendra même la productrice en chef de toute la saga Scream après. Donc c'est quand même quelqu'un d'important, c'est vraiment une collaboratrice très intime de Wes Craven, et c'est elle qui va avoir l'idée de confier le remake à Alexandre Aja et Grégory Levasseur, puisqu'elle a entendu parler du succès européen de haute tension. Elle a vu que, et puis c'est à la mode à ce moment-là d'aller recruter des réalisateurs étrangers pour faire des remakes de films d'horreur américains. Oui, d'ailleurs, Wes Craven va faire appel à un réalisateur grec pour son remake de Exactement. Dernière Maison sur la Gauche, ouais. Remake de La Dernière Maison sur la Gauche, qui est aussi fait sous l'impulsion de Marianne Maddalena. C'est elle qui va gérer ces dossiers-là pour Wes Craven. Wes Craven, lui, il va pas être très impliqué finalement, il va vérifier le scénario, et il se force justement à ne pas aller sur le tournage pour ne pas déstabiliser Alexandre Aja et Grégory Levasseur. Selon ses propres mots, il n'avait pas besoin d'un mentor. Selon lui, ils travaillaient déjà très bien ensemble, donc il voulait pas le perturber, donc il a confiance et il le laisse faire. Il voulait juste checker le scénario. Il leur impose juste une chose, c'est la présence de Beauty et Beast, les chiens, dans le film, parce que ça lui tient à cœur, mais à part ça il leur laisse totalement les clés, et il s'est dit d'ailleurs assez satisfait du remake, je pense en grande partie parce que il a fait un carton. Oui. D'ailleurs, pour revenir sur Beauty et Beast, les deux bergers allemands du film original et du coup du remake, il a utilisé les noms du coup Beauty et Beast, ça fait penser c'est La Belle et la Bête, parce que pour lui les films étaient très différents, mais se recoupaient dans leur thème, dans le côté sauvagerie, civilisation, rencontre des mondes et tout, et il a utilisé les noms on va dire en hommage à un film très différent, mais qui pour lui recouvrait certaines des thématiques de La Colline des Yeux. La Belle et la Bête, c'est des figures, enfin c'est très important pour Wes Craven. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'il en parle. Enfin c'est une des premières fois là qu'il utilise le thème pour La Colline des Yeux quand il le sort en 77. Mais c'est aussi une thématique qu'il va réutiliser pour Freddy notamment. Tout à fait. Ouais. Parce que il en parle d'ailleurs longuement quand il parle du film Freddy et de la genèse du film. Il voulait que, bon, on l'a dit, il me semble dans l'épisode sur les Griffes de la Nuit qu'on a fait, que la relation entre la victime, qui d'ailleurs finira par ne pas être une victime, et Freddy ressemble à cette relation qui est entre la Belle et la Bête, qu'il y a un côté limite un petit peu romantique. Exact, ouais. Et là, justement, on a la bête qui va venger la mort de la beauté aussi. Le côté romantique, c'est surtout Freddy qui le veut, disons. Oui, c'est-à-dire qu'elle a pas très envie. Heather Langenkamp, elle a pas très envie de la voir, effectivement. Donc voilà, Wes Craven n'a pas été très très impliqué dans ce remake de La Colline des Yeux. Il a même pas laissé il a laissé le final cut à Aja. Exactement, il avait totalement confiance, il a vu dans quelle direction il voulait partir, il avait été aussi impressionné à titre personnel par Haute Tension avant, donc il s'est dit non, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, les deux Frenchies, je leur laisse les clés. Il va même les laisser choisir leur lieu de tournage. Ça va pas être facile avec la production au début, puisque Aja et Levasseur veulent tourner au Maroc, où ils ont déjà tourné un film par le passé, mais les producteurs américains sont pas très chauds, puisqu'ils ont peur du terrorisme, ce qui n'est pas spécialement le cas au Maroc à ce moment-là. Mais on est dans un contexte post-attentat du World Trade Center, donc bon, forcément les productions américaines, quand c'est dans des pays plutôt Maghreb, Afrique, ils ont un petit peu plus de mal. Donc, mais par contre, ils vont réussir finalement à imposer leur choix et faire le film au Maroc. Le film sera tourné pas loin de Ouarzazate, donc où Wes Craven ne se rendra pas. S'ils ont choisi ce lieu-là, c'est pas pour rien, c'est parce que la topographie de ce désert-là, du désert marocain, ressemble exactement au désert du Nouveau-Mexique. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont accentué le truc au niveau de la production, qu'ils ont appuyé leur demande de tourner au Maroc. C'est en montrant des images à côté, en leur disant non mais attendez, si on va tourner en Namibie, ça ressemblera pas à ça. Si on va tourner dans cette zone-là du globe qui est moins chère, ça ressemblera pas à ce qu'on veut. Regardez, le désert du Maroc ressemble vraiment au désert du Nouveau-Mexique, et effectivement, c'est escarpé, ça ressemble au décor du premier. C'est un petit peu plus vert, par contre. Et ça se ressent dans le film, on voit que c'est moins aride que dans le film de Wes Craven, puisque le film de Wes Craven se déroulait dans le désert du Mojave, qui n'a pas la même topographie. Donc voilà, et s'ils ont choisi le désert du Nouveau-Mexique, c'est parce que c'est là-bas qu'a eu lieu, comme je le disais tout à l'heure, les premiers essais nucléaires américains, c'était le projet Trinity, et d'ailleurs on va le voir dans le film,
le village témoin ressemble beaucoup au camp de base du projet Trinity, même si ce camp de base n'a pas été rasé. En fait, il faut préciser quelque chose, c'est que dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que les Américains ont fait exploser des villages entiers créés. En fait, non, pas du tout. Tout ce qui a été détruit dans les tests avait été créé exprès. Il y a juste eu quelques fermiers qui ont été expropriés en 42, mais leur ranch a servi de labo, il n'a pas été rasé, il a juste servi de labo pour l'armée. Donc l'opération Doorstep, les 2 maisons avaient été construites exprès pour être rasées, donc il n'y a pas de destruction de biens qui appartient à des gens, quoi. Et il y en a eu un autre, et en fait ça, le film s'en inspire aussi, je pense, pas mal, c'est l'opération Teapot. L'opération Teapot, c'était une succession de tests nucléaires dans le désert du Nevada, cette fois, du côté du Mojave. Et en fait, la phase Apple II a eu lieu en 1955, et c'est là que les Américains ont créé plusieurs fausses maisons, avec là aussi des véhicules, avec des mannequins disposés à l'intérieur des maisons. Et ils ont nommé la fausse ville Survival Town. Et en fait, ça nous évoque effectivement la petite ville qu'on va voir dans La Colline à des yeux d'Aja et Levasseur. Qui va être, alors à mon sens, je sais que toi tu l'as plutôt aimé le remake. Moi je suis vraiment pas très très fan, mais qui va être un des décors, je trouve, les plus chouettes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va plaire à Wes Craven, c'est que, bon, c'est un décor qu'on va voir dans le 3e acte. Comme je disais tout à l'heure, ils prennent un peu leur distance avec le film original dans le 3e acte. Et dans le 3e acte, on va avoir ce décor qui rappelle finalement l'Amérique des années 50. C'est comme une Amérique des années 50 figée. Et ça va plaire un petit peu à Wes Craven. Moi, perso, en l'occurrence, je trouve que le film, il rend bien ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il rend bien une atmosphère très poisseuse. L'atmosphère dégueulasse, ça, on la ressent très bien. Le côté survival, avec parfois le désespoir peut-être assez jouissif de certains personnages, de se dire est-ce qu'ils se laissent mourir ou pas, c'est pas mal. Pareil, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas non plus des jumpscares à outrance, ça colle plutôt pas trop mal avec l'esprit du film original. En revanche, il y a plein de trucs qui m'ont plutôt choqué, notamment dans la mise en scène, qui est vraiment marqué film d'horreur des années 2000. Alors ça vient aussi en partie du casting, enfin il y a des effets de mise en scne, mais ça vient aussi en partie du casting. Il y a des effets de mise en scène inutiles. Alors oui, les effets de mise en scène, il y en a un dont Aja est très fier. Ouais, j'étais sûr que t'allais parler de ça. Quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, Charles va détester ce plan. Il y a un plan justement quand Big Bob est crucifié sur son arbre et qu'il est en feu, on a une accélération ultra rapide, un espèce de faux zoom ultra numérique brutal. en plus. Alors en fait, c'est mi-numérique, mi-effet réel. Et Alexandre Aja dans le making-of du film est très très fier de cet effet. Ah. Voilà, alors que moi je l'ai trouvé très mauvais, mais en fait c'est pas qu'il est très mauvais, c'est qu'il est très daté, c'est qu'il ressemble à une mode de ce qu'on faisait à l'époque. C'est ça. Et effectivement c'est un film de 2006, ça implique des choses que moi j'aime bien, mais ça implique des imperfections, c'est-à-dire quelques incrustations numériques pas très fines, une caractérisation des personnages qui est assez décevante, justement, c'est ce que tu relevais tout à l'heure. C'est même pas que c'est décevant. Il y a au début, et c'est un truc que j'aimais particulièrement dans La Colline à des yeux, c'est son côté vraiment minimaliste dans les échanges, dans les dialogues, minimaliste dans la mise en scène. Là, en l'occurrence, au bout de quelques minutes de film, l'adolescente qui a sur la banquette arrière de la voiture lâche un énorme putain, le désert ça fait chier. Et je dis ah ouais, ok. Et genre 30 secondes plus tard, donc du coup il s'embrouille rapidement avec le père et la mère, et le père fait une remarque sur sa femme à destination de sa fille en disant t'aurais dû la voir, c'était une vraie bombe sexuelle celle-là, en parlant de sa mère à sa fille. Et alors je sais qu'il y a un côté accentué, le côté énorme beauf de la famille, du père de famille, mais c'est mieux fait chez Wes Craven, où tu sens que chez Wes Craven, par exemple, c'est le père qui plante la voiture, mais personne lui dit rien. Il a été débile, il a eu l'acte d'ailleurs, c'est un truc d'écriture qui est un petit peu étrange. Il essaie de suivre un avion de chasse avec son break et sa caravane parce qu'il a eu peur. Lapin aussi. Et il plante la voiture à cause de ça. Et ça, je trouve, et personne lui reproche rien. Et ça, je trouve que c'est plus fin parce que du coup la famille se tait parce que le père est extrêmement dominateur, et là on a un énorme beauf qui est en effet, comme tu dis, qui est caractérisé comme ça avec des lignes, on se dit mais c'est pas possible quoi. Pourquoi c'est le républicain pro port d'armes, voilà, qui
qui prend plaisir à humilier son beau-fils qui est démocrate. Voilà, son beau-fils, il est démocrate parce qu'il y a écrit sur une étiquette qu'il est démocrate, mais il est même pas démocrate, il est détestable. Oui, non, il est pas très sympathique. Mais c'est un problème qu'il y a effectivement dans énormément de films des années 2000, qui pour moi, je ferme les yeux sur ce genre de truc parce que j'y suis habitué, c'est mon cinéma Madeleine de Proust, le début des années 2000. Donc je comprends. Voilà, c'est des choses auxquelles je fais pas attention, mais je comprends ton point de vue là-dessus. C'est vrai que il y a un vrai manque de finesse sur l'écriture des personnages et sur l'écriture des dialogues, surtout. C'est vrai que les dialogues, plusieurs fois, ça m'a fait tiquer, surtout au début, dans la phase d'exposition, parce qu'après, il y a un peu moins de dialogue. Ouais. Et ça va mieux. Puis, et c'est pour ça, en fait, plus ça va, mieux le film s'en sort presque. Le dernier acte, je le trouve vraiment pas mal. Mais c'est pareil, le personnage de Ruby, qui est un personnage... alors c'est pas grave qu'ils aient évincé un personnage, c'est un remake, ils ont le droit de réécrire, et c'est tant mieux d'avoir pris ce parti-là. Mais Ruby, elle symbolise vraiment beaucoup de choses dans le premier film. C'est la sauvageonne qui va à un moment donné prendre le parti des gens civilisés, et on va voir que les catégories ne sont pas fermées, on n'est pas éternellement civilisé. Si on nous enlève certains objets, on redevient sauvage, et on n'est pas éternellement sauvage, on peut complètement sortir de cette condition-là, et le film est assez fort de ce point de vue-là, tandis que là, ce thème-là, il disparaît. Ruby, elle est absente. Elle est complètement absente. La figure de chef de clan aussi de Jupiter disparaît aussi. C'est ce dont je parlais sur la mauvaise caractérisation des personnages. Jupiter, quand on le voit, ne nous fait pas spécialement peur, parce qu'il n'a pas été présenté pendant tout le film comme une énorme menace. Il n'a pas été montré comme dominateur au sein de son propre clan. En fait, tu le vois quasiment pas jusqu'à ce qu'il mange le cœur d'une des membres de la famille. Ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'ils ont casté quelqu'un qui sait faire peur. Je pense que Billy Drago parlera à beaucoup de fans de la trilogie du samedi. Il a dû faire peur à pas mal de monde, parce que c'était lui qui jouait le démon de la peur Barbas dans Charmed, qu'on voit à plusieurs reprises au fil des saisons. Donc c'est quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir. Bon, alors Charmed, on peut parler de la qualité qui a extrêmement vieilli, etc. Mais je pense qu'il a fait peur à pas mal de monde dans la trilogie du samedi à l'époque, quand on le regardait quand on était petit. Et là, en fait, je trouve que on prend cet acteur qui a fait ses preuves, qui est plutôt bien, mais sauf que son personnage n'est pas assez important, n'est pas assez mis en avant, donc du coup, on a du mal à avoir peur vraiment de lui, quoi. En plus, c'est celui qui n'a pas de mutation, donc du coup, on a peur de tous les autres personnages de par leur aspect, principalement, parce que ça, c'est quelque chose qui, en plus, dans ce film-là, c'est vraiment tout le côté nucléaire, donc tous les personnages ont des designs assez spéciaux, quoi. Ils ont tous eu des déformations suite aux radiations nucléaires. Je trouve que c'est un des atouts du film. Les maquillages, je trouve, sont plutôt réussis. Et surtout, il y a un effort qui est apporté sur le design des personnages. Ils ont tous des déformations, mais pas les mêmes. Et donc, du coup, on les identifie vachement bien. Et surtout, il y en a qui font peur. Enfin, je veux dire, le lézard, avec son espèce de bec de lièvre qui montre toutes ses dents, je le trouve assez flippant, quoi. Et même Jupiter, pas Jupiter, pardon, même Pluton, c'est pareil, ça fonctionne aussi. Il a un côté un petit peu catcheur, parce qu'il est quand même assez balèze. Et ça se voit justement dans la scène de bagarre dans la maison témoin. Ouais, en effet. Où vraiment il y a un côté match de catch. Mais à part ça, je trouve que les designs sont très réussis et que c'est un des atouts du film. Ça peut être un des atouts du film, mais après ça empêche pas que je trouve qu'il apporte finalement pas grand chose vis-à-vis du puis surtout vis-à-vis de l'original. Mais ce que je voulais dire, c'est que les thématiques de l'original, elles sont pas revisitées de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a chez Wes Craven, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a plusieurs niveaux de lecture et tout n'est pas nécessairement explicité. Et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est de regarder les films de Wes Craven, donc de les regarder en VOSTFR, voilà, mais de les regarder une deuxième fois ensuite avec les commentaires de Wes Craven. Il a un talent quand même assez, enfin il avait un talent, malheureusement il est décédé en 2015, pour intellectualiser vraiment plein de choses et placer des références parfois plus ou moins fines. Évidemment, il y a Beauty, Beast, les chiens, mais il y a toute une quantité de choses, une quantité de références à des tableaux, à de la littérature, et quand il en parle dans son cinéma, c'est vraiment agréable, parce qu'il dit, en plus il est extrêmement, il a ce talent quand même d'être aussi extrêmement honnête, de dire, ah ouais, là j'ai voulu exprimer ça, bon c'est vrai que ça rend pas forcément très très bien, et il y a toutes ces tentatives, toutes ces choses qui le rendent à la fois le personnage attachant et le film, je trouve, extrêmement intéressant, non seulement à regarder, mais ensuite à analyser. Tandis que dans le remake d'Aja, j'ai l'impression que
Le générique, on voit des explosions nucléaires. Ouais, du coup, oui, d'accord, il y a des déformations et c'est une critique, mais la critique, elle perd de son attrait, à mon sens, hein, c'est un avis perso évidemment, elle perd de son attrait à partir du moment où elle est aussi explicite. C'est littéralement le niveau de critique sur le nucléaire du Godzilla de 98, pour moi. Ah oui, non, mais c'est exactement pareil. Après, je pense qu'il faut souvent juger un film sur la base de ses intentions de réalisation, et Wes Craven, c'est un littéraire, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un que j'aime énormément, oui, qui a vraiment un propos à apporter sur la société dans ses films. Je pense qu'Alexandre Aja, à ce moment-là de sa carrière, a surtout envie de faire un vrai divertissement. En ce sens-là, je trouve que c'est réussi. Après, il fait un divertissement que je trouve assez intelligent. C'est vrai, moins développé que Wes Craven, et surtout beaucoup moins fin. Parce que là, pour la finesse, on repassera sur La Colline des Yeux de 2006. Voilà, tout est assez gros, hein, mais il a un discours sur la sauvagerie, le même que dans le premier film, et je trouve qu'il l'accentue un peu plus. Et c'est pour ça que c'est moins fin, en fait. Ouais. Il nous montre bien que le personnage de Doug est un démocrate anti-arme à feu, et c'est lui qui va finir, et non pas un des républicains de la famille, par tuer un membre de la famille de Newton avec une sauvagerie extrême, et même avec une arme à feu. Avec une arme à feu, mais je trouve ça bizarre. C'est d'autant plus bizarre. Enfin, je trouve que le discours quand dans un film ou une œuvre de fiction, on fait utiliser une arme à feu à quelqu'un qui est anti-arme à feu en lui disant, tu vois, c'est l'arme qui te permet de te défendre, alors que dans l'original de Wes Craven, la force, c'était que l'arme à feu leur était enlevée et ils étaient obligés de se battre au couteau. Ça, le discours, il est pas du tout le même. Ah, moi je suis pas d'accord, justement, je trouve que le fait que ce soit un militant anti-armes qui en arrive à devoir utiliser une arme à feu pour se défendre, alors qu'il déteste ça, c'est aussi fort que quelqu'un qui en vient à tuer quelqu'un avec un couteau. Enfin, justement, je trouve que c'est encore plus accentué par le fait qu'on nous explique bien précisément qu'il est anti-arme à feu. Et que justement, que ce soit cette arme-là qu'il déteste, qui finit par utiliser, je trouve ça d'autant plus fort. Et il y a aussi d'autres choses qui montre que Alexandre Aja avait envie de poursuivre sur ce discours sur la sauvagerie, c'est qu'il cite dans ses références pas seulement Wes Craven et La Colline des Yeux, mais aussi Les Chiens de paille de Sam Peckinpah. Et ça se voit à plusieurs reprises dans le film, notamment quand le personnage de Doug a la lunette qui est cassée, ça rappelle l'affiche du film Les Chiens de paille. Les Chiens de paille, donc, c'est un des films classiques de l'ultra-violence au cinéma américain, qui est sorti à peu près dans les mêmes années que Orange Mécanique. En gros, l'histoire, c'est un mathématicien qui en vient à tuer des gens, qui l'agressent et qui viole sa femme, alors qu'à la base ce monsieur est contre la violence. Donc c'est une référence qu'on retrouve dans le personnage de Doug. Doug, pour moi, dans La Colline des Yeux d'Aja, c'est un clone de Dustin Hoffman dans Les Chiens de paille de Sam Peckinpah. Et la ref est assumée d'ailleurs par Alexandre Aja, il en a parlé dans des interviews avant le tournage, et bon, le fait de faire ce plan avec la lunette cassée qui évoque l'affiche, enfin, on a tous compris quoi. Et je trouve que justement, il va un peu plus loin, mais avec des gros sabots. Et donc du coup, c'est ce qu'on peut lui reprocher. On peut lui reprocher justement de faire un film qui n'est pas fin, et je pense que c'était pas son intention, mais je trouve que c'est un peu dommage de lui reprocher de ne pas avoir un discours sur la violence et de pas avoir un discours sur les rapports entre les différents groupes quoi. Je trouve qu'il est présent. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça fonctionne beaucoup moins en miroir, puisque c'est pas une famille comme dans le premier de Wes Craven, c'est pas une famille contre une autre famille, c'est une famille contre un groupe qui est beaucoup plus flou dans ses contours. Oui, parce qu'en fait, là, le personnage de Jupiter dans le film de Wes Craven est vraiment le chef incontestable du clan. Là, on a plus l'impression que c'est peut-être Big Brains qu'on voit un moment dans le village atomique, mais en même temps, on comprend pas trop comment est-ce qu'il influe sur les autres. C'est vrai qu'il y a un côté un peu plus... c'est comme si c'était une autre société, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un groupe de gens qui vivent en autarcie dans ce désert-là. Mais après, ça rejoint un petit peu la légende de Sonny Bean, finalement. Ah oui, ça pour le coup, j'ai pas trouvé ça particulièrement... Ça rejoint une des inspirations de Craven, c'est ça que je trouve assez amusant avec ça. Mais bon, après, c'est vrai que moi, ce que je regarde, c'est que le côté clan soit moins présent, quoi. J'aurais bien aimé avoir un Jupiter qui vraiment ait sa place de Jupiter. Je veux dire, il s'appelle Jupiter. Normalement, c'est pas pour rien. Oui, c'est celui qui règne sur le panthéon des dieux. Donc, justement, je trouve ça un peu maladroit que le personnage qui s'appelle Jupiter ne soit pas le chef. Parce que bon, c'est dans son nom, normalement, quoi. Ouais. Et pour ce qui est de la fin aussi, c'est à la fois logique de la réécrire, et du coup, mais perso, c'est pas ma
fin préférée, puisque là en l'occurrence on va avoir non pas la fin originale dont on parlait tout à l'heure de Wes Craven, qui va se terminer sur l'écran qui frise, qui devient rouge avec les yeux exorbités, le couteau à la main, et voilà la sauvagerie barbare qui est présente, mais on va se retrouver avec une forme de happy end où les membres restants de la famille qui ne sont pas morts vont se réunir, et ce qui est pile poil la version, dans le film original, ce que Wes Craven ne voulait pas, et ce qu'il a laissé passer aussi dans le film de Alexandre Aja en 2006. C'est un poil moins gnangnan pour voir. Là, on n'a pas de Ruby et Brenda qui se tiennent la main. Tu veux dire avec la version le chien alternative, ouais. Voilà, parce que là, le chien qui les chouille la main sur fond de soleil couchant, on était quand même sur du très très gnangnan. Là, c'est un petit peu moins le cas. On sent que c'est plus le repos des guerriers, mais c'est quand même, ça reste quand même un happy end, quoi. Donc voilà, happy end qui est quand même assez surprenant quand tu vois la colline à des yeux 2 dont on va parler tout à l'heure, puisque du coup, on n'y fait pas du tout référence à ce happy end là. On part sur un tout autre délire, quoi. Pour terminer sur la colline à des yeux, je le défendrai une dernière fois en disant que il y a des plans marquants dans ce film, je trouve des bonnes idées, le sang et la cervelle qui se répandent sur une suspension de bébé à un moment dans la scène de la caravane, je trouve ça très fort comme scène. Et il y a 2-3 choses qui marchent. L'arrivée dans la ville fantôme, l'étalonnage global du film, mais surtout quand ils arrivent dans la ville fantôme avec ces teints un petit peu jaunâtres, un petit peu poisseux, comme tu disais tout à l'heure, je trouve ça vraiment très bien foutu, quoi. Il y a un côté un peu western post-apo sur ces séquences-là, quand il arrive tout seul dans la ville avec son chien et sa batte de baseball, Doug. Oui, c'est vrai, oui. Je trouve ça vraiment classe, quoi. Enfin, il y a des plans vachement bien. Après, voilà, il y a un souci d'éviter le rated R, puisque le film doit être grand public et doit sortir et faire beaucoup d'entrées. Forcément, il y a, je pense, de l'autocensure, mais ça reste quand même assez étonnamment brutal pour un film qui est quand même sorti sur le circuit classique sans être réservé aux adultes, quoi. Donc, il y a quand même pas mal de violence, mais La colline à des yeux, pour moi, est un bon remake. D'ailleurs, je suis pas le seul à le penser, puisque il y a beaucoup de gens qui le citent comme exemple, tu vois, quand on parle de bons remakes de films d'horreur. La colline à des yeux, c'est un film qui revient souvent. Moi, après, c'est mon cas particulier, tout le monde le sait, j'ai une vraie affection pour les films des années 2000, donc je le préfère à l'original de Craven, parce que même si celui de Wes Craven a beaucoup de choses à dire, je trouve qu'il a un côté moins divertissant, en tout cas à regarder. Mais voilà, c'est simplement mon avis, et je comprends parfaitement qu'on puisse préférer celui de Wes Craven, et que je sois minoritaire à préférer le remake. Non, t'es pas... Non, je pense qu'en réalité, de ce que j'ai lu quand je me suis renseigné, c'est vrai que le remake a eu un accueil à la fois commercial et critique qui était quand même plutôt positif, hein. Enfin, moi perso, j'ai vu le film sans en lire les critiques, et j'ai écrit mes notes sur le film sans en lire les critiques, je les ai lues après, et j'étais assez étonné de voir l'accueil qu'il avait reçu. Mais non, t'es pas, pour le coup, je pense pas que tu sois minoritaire, hein. Ce que je veux dire dans minoritaire, c'est à dire que le remake est meilleur que l'original. Ah oui. Là, je pense que là-dessus, je suis sûrement minoritaire. Après, c'est stupide de dire meilleur ou pas. Ce sont deux films différents, avec des intentions de réalisation différentes. Tout à fait. En fait, je crois que j'aime autant les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que Wes Craven, effectivement, j'aime bien me poser avec un thé et regarder le film avec le commentaire audio de Wes Craven qui me raconte ce qu'il a voulu faire dans son film, parce que j'aime beaucoup Wes Craven. Et après, si j'ai envie de regarder un film... Ah oui, c'est l'ancien prof qui parle, il est incroyable. Tu le sens, c'est fou. Il est très pédagogue, quand il t'explique comment il fait, c'est un régal d'écouter un commentaire audio de Wes Craven. Alors que c'est vrai que pour une soirée d'Halloween où on a envie d'un film un peu plus rythmé et assez craspec, on a peut-être plus envie de se faire le remake d'Alexandre Aja, quoi. Je vois que le temps file, et on n'a pas parlé de La colline à des yeux 2 de 2007, parce que oui, La colline à des yeux d'Alexandre Aja a eu une suite. Parce que, allez, personnellement, je ne l'ai pas vu. Alors, je vais t'en parler. Je pense que c'est pas la peine que tu le regardes, puisque tu ne vas pas aimer. Très clairement, tu ne vas pas aimer. Et tu vas pas passer un bon moment. Le film n'est pas assez drôle pour être un nanar. Ah mince, c'est ce que j'allais te demander. Non, malheureusement, non. Il y a 2-3 trucs un peu marrants. Je pense que... Alors moi, je l'ai regardé en VF, parce que je savais que ça allait être un nanar. En VF, il y a 2-3 punchlines qui sont pas mal. Plutôt sympa. J'avais noté dans mes notes « dialogue de merde », mais littéralement. Puisque au moment, il y a un mec on retrouve un corps... un mec qui meurt parce qu'il a été plongé dans du caca.
Et la réplique du GI qu'il retrouve, c'est très pathogène la merde. Ils ont voulu qu'il meure lentement. Donc voilà. Alors, La Colline des Yeux 2, sorti en 2007 au cinéma, hein, même pas en direct ou DVD. Hein. C'est réalisé par Martin Weiss sur un scénario de Wes et Jonathan Craven, donc le duo père-fils. Produit par, comme pour le remake de La Colline des Yeux, par Craven, Maddalena et Loki, clairement pour l'argent évidemment. Le film est sorti en mars 2007 aux États-Unis, en juin 2007 en France, c'est-à-dire pile un an après le 1, ce qui veut donc dire que la production a été très rapide. Et le synopsis tient sur un timbre. Un groupe de militaires en cours de formation passe par une zone du désert du Nouveau-Mexique pour livrer des équipements à des scientifiques, mais comme la famille du 1 qui s'était égarée dans cette zone, ils se font massacrer par des cannibales mutants et ils vont essayer de survivre face aux méchants. Le rôle principal, c'est Michael McMillian, que les gens qui aiment True Blood reconnaîtront pour avoir joué le révérend Steve Newlin dans plusieurs saisons. Une des recrues, c'est donc Delmar, est joué par Lee Thompson-Young, qui parlera aux gens qui regardaient Disney Channel, puisque c'est lui qui incarnait Jet Jackson dans la série. C'était une série qui parlait d'un jeune acteur qui joue un agent secret. Lee Thompson-Young Ah oui, c'est un classique, c'est comme Phénomène Raven, c'est vraiment des classiques de Disney Channel. Hein. Tu vois, c'est la version cinéma d'Anna Montana. C'est-à-dire que là, il est pas chanteur, il est acteur. Et voilà, tu suis sa vie d'acteur de films d'espionnage. Donc, il nous a quittés en 2013, mais donc du coup, il avait joué dans ce film-là en 2007. Et on a le retour de Michael Bailey-Smith, donc qui jouait Pluton dans La Colline des Yeux, mais qui ici joue Papa Hades, mais je ne l'ai pas trop reconnu parce qu'il a un maquillage différent et que de toute façon, c'est un autre personnage. Dans le remake, tu veux dire ? Il jouait. Ouais, d'accord. Dans le remake, ouais. Et on n'a plus de chien, par contre. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Le film a été piloté par Wes Craven, mine de rien, puisqu'il a été écrit par lui et son fils alors en un mois, isolés dans un hôtel, parce qu'en fait le scénariste avait lâché le projet, donc ils ont dû écrire en catastrophe un scénario, lui et son fils, donc ils sont isolés un mois dans un hôtel et ils ont écrit un scénar. Voilà. Ça donne le film qu'on a. Hein. Le film a été tourné près de Ouarzazate, comme le premier, toujours dans le désert marocain. Wes Craven a participé à la réalisation, et il a notamment dirigé une seconde équipe à la fin du tournage, parce qu'il fallait aller vite et il fallait tourner des plans. Il a supervisé la post-prod, et Martin Weiss n'a pas eu énormément son mot à dire. En fait, il a essayé de défendre sa vision du film, mais globalement, ils se sont bien entendus pour suivre ce que Wes Craven disait. Et Wes Craven n'a pas eu que des bonnes idées sur ce film. Voilà. En fait, je m'attendais à une suite pas terrible, en vrai. Je m'attendais à un truc pas génial, mais passable. Et en fait, j'ai vraiment eu un vrai navet. Ça commence par une scène d'accouchement, mais atroce. Avec un plan nichon gratuit, dans la pure tradition des navets. Il y a beaucoup moins d'inventivité sur le design des mutants, ce qui était quelque chose qui m'avait plu sur le remake du 1, mais là non. On a même droit à des fonds verts dégueux de désert sur des champs contre champs. C'est-à-dire, pourquoi vous l'avez pas tourné dans le désert, du coup ? À un moment, il y a une scène parce que je pense qu'ils avaient retenu que dans le 1, il y avait une scène qui avait marqué les gens, c'était la scène où un des mutants lèche le visage de Brenda, si je me souviens bien. Et c'est une scène assez dégueu, donc elle avait bien marqué les esprits. Et là, ils ont refait ça, mais en plus gros. C'est-à-dire que le mec a une langue en image de synthèse, très longue, un petit peu comme celle de la sorcière dans Dead Silence, et il va lécher longuement le visage d'une femme. Tu sens que c'est juste pour faire un écho un gros clin d'œil au premier film, mais les images de synthèse sont horribles, donc du coup ça fonctionne pas du tout. On a plein de clichés, clairement, à un moment il y a un tech guy, il est asiatique forcément. Il y a des dialogues affreux, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est très pathogène la merde, il m'a fasciné, donc on est vraiment sur du gros navet. Il y a quelques bonnes idées, ça commence par... Il y a une scène d'entraînement des militaires qui est plutôt bien foutue à un moment, mais bon, après c'est le principe en lui-même qui est très mauvais, quoi. Ça m'a fait penser à Rec 2, où en fait on envoie des mecs surarmés sur les lieux du 1, et sur le papier ils sont mieux préparés à survivre, mais ils vont quand même se faire massacrer. Et en fait j'ai eu la même sensation que devant Rec 2, c'est-à-dire que des fois ça se laisse un petit peu regarder, mais ça fait souvent un petit peu soupirer, quoi. On est en mode, quand est-ce que ça va finir, quoi, ça n'avance pas. Donc voilà, c'est pas un bon film. Je pense qu'en fait, faire des suites La Colline des Yeux, c'est pas une très bonne idée. Ça a jamais marché. Hein. Non, ça n'a jamais marché. Que ce soit avec le 2 de 84, le The Outpost, Mind Reaper, et celui-là en 2007, ça n'a jamais bien fonctionné. Donc, ce serait peut-être pas mal de laisser la saga où elle est. Et ouais, de laisser le film culte tranquille. Et ne pas s'embêter avec des suites, par exemple. Bon, eh bien écoutez, pour conclure, peut-être qu'on peut préciser aussi, on l'a pas dit, je pense que je rajouterai une petite pastille entre les deux parties de cette émission.
Pour préparer cette émission, on s'est inspiré notamment du bouquin de Mark Toulek, Wes Craven, Le droit à l'horreur, qui retrace de manière biographique et chronologique la filmographie de Wes Craven. Le livre est super intéressant et il est fourni avec une super édition intégrale de La colline des yeux 1 et 2, en remasterisé et en original. C'est l'édition spéciale 40e anniversaire en fait, qui est sortie et qui est vraiment très complète. Donc si il en reste quelque part à la Fnac ou sur Amazon, jetez-vous dessus, elle est vraiment bien. C'est une très bonne édition et le livre est vraiment passionnant. Ouais, le livre est très chouette et il y a des heures de bonus, d'entretien avec le compositeur, d'entretien avec les acteurs et les actrices, de making of, c'est des versions commentaires audio. C'est un plaisir sans fond. Avec la douce voix de Wes Craven qui vous raconte son film. Bon, eh bien, quant à nous, du coup, on se retrouve la prochaine fois. D'ici là, vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le Twitter, @IFRpodcast, sur notre page Facebook Charles et Mathias. Et d'ici là, restez sur la route principale quand vous roulez dans le désert.